Chers collègues, nous entamons ce matin les auditions pour le troisième et dernier volet de notre étude sur l'intégration et la coopération régionale consacrée cette année au bassin pacifique. Il fait suite à nos deux précédents rapports de 2024 et 2025 qui ont porté respectivement sur le bassin indien et sur le bassin atlantique. Pour le prochain rapport et afin de traiter les défis immenses de ce vaste océan, nous avons désigné 3 rapporteurs, Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, Solange Nadille, sénatrice de la Guadeloupe, et Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise. Christian Cambon, qui a été président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, assurera, comme précédemment, la coordination de nos 3 volets. Je les remercie tous chaleureusement pour leur implication. Nous accueillons ce matin son Excellence Madame Véronique Roger-Lacan, ambassadrice pour le Pacifique, représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique et secrétaire permanente pour le Pacifique. Nous avons le plaisir et l'honneur de la recevoir à l'occasion de sa venue à Paris, car en temps normal, elle est basée à Nouméa. Madame l'ambassadrice, nous avons souhaité vous entendre car, comme vos collègues ambassadeurs pour les autres bassins, vous êtes chargée de renforcer la coopération entre les territoires ultramarins et les États voisins. Nous vous remercions donc vivement d'avoir répondu à l'invitation de la délégation sénatoriale aux Outre-mer et de participer à cet échange. En effet, le Pacifique est devenu un espace hautement stratégique où se jouent de nombreuses rivalités d'influence. Nous nous interrogeons sur l'état des lieux de l'intégration, la stratégie de la France dans cette zone et les moyens dont vous disposez pour la mener. Autrement dit, au vu de votre expérience de ces dernières années, quel bilan faites-vous de l'intégration régionale des collectivités françaises du Pacifique ? La coopération régionale est-elle un instrument efficace ? Au niveau stratégique, quelle est la gouvernance de cette coopération régionale ? Y a-t-il un pilotage fort autour d'objectifs clairs ? Nous attendons notamment des éclairages sur la stratégie Indo-Pacifique. La question de la co-construction de cette stratégie avec les collectivités du Pacifique est également fondamentale. Face à ces missions et aux enjeux, vos moyens et ceux du réseau français dans la région, diplomatique, consulaire, opérateur, réseau culturel, sont-ils suffisants ? Nous attendons aussi de vous, Madame l'ambassadrice, des perspectives pour l'avenir sur des sujets d'actualité comme la connectivité ou la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la lutte contre la vie chère. Je vous remercie enfin que notre délégation souhaite se déplacer. Je vous précise enfin que notre délégation souhaite se déplacer en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna à une date que nous fixerons en coordination avec nos collègues du Pacifique. Comme à notre habitude, un questionnaire indicatif vous a été transmis afin de guider nos échanges. Je laisserai nos rapporteurs vous questionner après l'exposé liminaire et enfin nos collègues présents poseront à leur tour leurs questions s'ils le souhaitent. Vous avez la parole, Madame l'ambassadrice. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour votre accueil. Je voudrais vous prier d'accepter mes excuses d'emblée pour le décalage horaire. Je suis arrivée avant-hier soir et donc je n'ai pas l'habitude qu'ont nos sénateurs des territoires d'aller et venir entre le continent et nos petites îles. Et par ailleurs, j'ai perdu mon dossier, dont votre questionnaire, dans le taxi. Donc je ferai tout de tête, mais les questions, si vous les avez, je serai assez preneuse. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais vous raconter tout ça de tête. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous et sénatrices, vous évoquiez le bilan, l'état des lieux de cette coopération régionale outre-mer dans le Pacifique. C'est un bilan évidemment contrasté. Un bilan contrasté car les instruments qu'ont les territoires à leur main sont les lois organiques pour les 2 territoires autonomes, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et la loi pour Wallis et Futuna. Les instruments que nous avons, nous diplomates, sont des instruments qui sont
en réalité très récent et très évolutif, puisque vous le savez, le poste de secrétaire permanente pour le Pacifique, et je suis nommée par 2 décrets, et de représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique et du programme régional océanien pour l'environnement, sont des instruments que je suis en train de créer, puisque le poste était basé auparavant à Paris, comme mes 2 collègues pour l'Atlantique et pour l'océan Indien, et que c'est à la faveur du voyage du président de la République dans le Pacifique en juillet 2023 qu'il a été décidé de déplacer ce dispositif dans le Pacifique. C'est une décision, je pense, heureuse, parce que peut-être que pour l'Atlantique et l'océan Indien, les déplacements des 2 ambassadeurs sont plus aisés. Mais en tout cas, pour le Pacifique, c'était la proximité de la diplomatie avec les territoires était absolument indispensable et n'avait pas été pratiquée de manière très soutenue, pourrais-je dire. État des lieux contrasté, donc, avec ces outils-là. La mise en œuvre, elle est en réalité très politique, et c'est pour ça que je dis que ce bilan est contrasté, parce que dans le domaine de la politique étrangère, les 2 lois organiques, et c'est principalement sur ces 2 lois organiques que l'on peut s'exprimer, prévoient un transfert de compétences, ça vous le savez, vers les territoires, qui donc exercent la plupart des compétences, sauf les compétences régaliennes. Et dans le domaine des affaires étrangères et donc de la coopération régionale, les territoires ont l'initiative, mais doivent en amont se coordonner avec l'État, c'est-à-dire informer l'État de leurs souhaits et de la manière dont ils entendent mener des coopérations régionales dans les domaines de compétences qui peuvent être les leurs. Donc, par exemple, la fiscalité, l'éducation primaire, le commerce. Et en aval, les lois organiques prévoient que toutes ces coopérations régionales doivent se faire dans le cadre des engagements internationaux de la République française. On sait très bien que ces compétences sont exercées par des gouvernements qui sont qui sont issus d'élections, les élections au Congrès pour la Nouvelle-Calédonie et à l'Assemblée territoriale pour la Polynésie française, et qu'il peut arriver que des États qui ne soient pas, des gouvernements ou des autorités qui ne soient pas forcément favorables à l'intégration dans la République française arrivent au pouvoir. Et là, la coordination est vraiment quelque chose d'extrêmement politique en réalité. Évidemment, pour les diplomates, on s'en tient à ce qu'est une politique étrangère. Et puis, on a ces deux contrôles en amont et en aval sont en réalité très ténus parce qu'ils ne sont pas assortis de contrôle de légalité. Et qu'il s'agit donc de négociations aussi bien diplomatiques que politiques avec les autorités locales pour que cette coopération régionale s'effectue, en coordination avec l'État, et dans le cadre des engagements internationaux de la République française. J'y reviendrai. J'ai depuis 2 ans un nombre infini d'exemples qui montrent que ce n'est pas chose aisée. S'agissant de Wallis et Futuna, les choses devraient être un petit peu plus cadrées. Elles le sont, mais les souhaits d'autonomie sont de plus en plus clairs, et je crois que c'est une chose que je souhaite partager avec vous ici et dont on ne se rend pas compte forcément quand on est à Paris. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Donc la participation de la France et des Outre-mer dans les organisations régionales, c'est aussi un bilan contrasté, puisque nous avons... la France a fait de sorte que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie a commencé cette négociation en 2011, qui a abouti en 2016.
faire de sorte que ces 2 territoires soient membres à part entière du Forum des îles du Pacifique, qui est l'organisation régionale faîtière, politique dans le Pacifique. Les 3 territoires sont aussi membres à part entière de la communauté du Pacifique et du programme régional océanien pour l'environnement. Et cette participation, donc, et nous sommes membres des 2 dernières organisations, nous ne sommes pas membres du Forum des îles du Pacifique. Nous sommes donc censés, puisque les 4 entités représentent la France, nous coordonner et défendre les mêmes positions. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons tenté par plusieurs méthodes. Le résultat est assez complexe. C'est donc un travail humain, diplomatique et politique très ciselé que nous devons réaliser pour arriver à des positions communes au sein de ces 3 organisations. Et pour le Forum des îles du Pacifique, c'est encore plus complexe parce que nous sommes l'État et partenaire de dialogue du Forum des îles du Pacifique. Les 2 territoires sont membres à part entière. Que par ailleurs, le Forum des îles du Pacifique, c'est une organisation très politique dont l'objectif politique est la décolonisation. Et que le terme décolonisation est très mal compris, et compris de manière très schématique, très politique par le public, par les opinions publiques du Pacifique. Donc voilà, en fait, je vous ai un peu décrit aussi en à peine subliminal les obstacles et les irritants. L'état des relations avec le Vanuatu, à propos des contestations territoriales, je pourrais si vous souhaitez répondre plus en détail. Nous avons une première discussion il y a 3 semaines ou 1 mois. La presse française est en train de se faire l'écho d'un certain nombre de positions politiques. Je pourrais vous donner des détails sur cette négociation. La feuille de route. Pour revenir arriver à la stratégie, la feuille de route, c'est une feuille de route qui est fixée par le ministre ou la ministre de l'Outre-mer et le ministre des Affaires étrangères. Je suis sous double tutelle. Le secrétariat permanent pour le Pacifique est sous tutelle du ministère de l'Outre-mer et la représentation permanente de la France auprès des organisations régionales sous tutelle des Affaires étrangères, mais en réalité sont des champs de compétences qui sont très étroitement liés. Je reviens un petit peu sur la question du secrétariat permanent pour le Pacifique. C'est une construction institutionnelle qui date de 1985, de l'époque où l'État considère qu'il doit rehausser son image dans le Pacifique après, au moment des essais nucléaires, du Rainbow Warrior, et donc créer un Conseil des ministres qui se consacre au Pacifique. Et en 1986, on crée le poste de secrétaire permanent pour le Pacifique. Puis en 2004, un instrument qui s'appelle le Fonds Pacifique, qui est un fonds qui a été doté dans les années fastes de 3 millions d'euros. En 2025, il a eu 1,8 million d'euros et nous nous battons pour préserver cet instrument financier, qui est un instrument qui est financé sur le budget du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui vise à favoriser la coopération régionale, donc l'insertion des territoires dans leur environnement régional. La difficulté de ce fonds, c'est que précisément par peut-être l'éloignement, la tutelle exercée par le secrétariat permanent pour le Pacifique sur la mise en œuvre de ce fonds a peut-être été un petit peu lâche. Et les territoires considèrent que c'est un fonds qui leur appartient, puisqu'ils le dirigent, ils sont membres du comité directeur, et ne voient pas la partie affaires étrangères, et donc rayonnement de l'État et des territoires. Ils ont l'impression parfois que c'est
un fonds à leurs mains pour transporter des sportifs pour les Jeux du Pacifique, pour organiser des colloques avec des chambres d'hôtel et des billets d'avion très chers. Donc c'est aussi une négociation permanente pour expliquer que c'est un budget des affaires étrangères et que donc ça doit servir les objectifs de politique étrangère de l'État en coordination avec, ou en tout cas ça ne doit pas aller à l'encontre des objectifs de politique étrangère de l'État. Je pourrais y revenir, j'ai des exemples d'activités que les territoires souhaitaient faire financer par le Fonds Pacifique qui n'étaient pas tout à fait conformes à nos objectifs de politique étrangère. Donc, la feuille de route, donc, elle est fixée par les deux ministres. Et puis, j'ai un plan d'action en 4 volets. Donc, cette relation avec les territoires qui est très consommatrice voilà, d'énergie politique et diplomatique, pour la mise en œuvre donc, de leurs compétences de politique étrangère, qui sont des compétences partagées. Et donc, le partage et le rôle de l'État doit être en permanence rappelé au territoire. Le deuxième volet, c'est la relation avec tous les États de la région et avec mes collègues donc, qui sont ambassadeurs bilatéraux dans la région. On a 7 ambassadeurs bilatéraux qui couvrent l'ensemble des États indépendants du Pacifique, donc aussi bien Australie, Nouvelle-Zélande que tous les petits États insulaires. Le troisième volet, c'est la gestion du Fonds Pacifique. Et le quatrième volet, c'est la relation avec tous les autres envoyés spéciaux pour le Pacifique, tous les partenaires, les Chinois, les Américains, l'Union européenne, les Japonais, les Coréens, pour jauger justement toute l'enjeu géostratégique que représente aujourd'hui le Pacifique, les éléments d'influence que mettent en œuvre nos différents partenaires. L'Union européenne, nous coordonnons avec l'Union européenne, donc nous avons des réunions de coordination tous les mois. Nous essayons de mettre en œuvre des objectifs qui soient, par définition, ils sont communs. Et puis l'Union européenne dans le Pacifique, en réalité, c'est la France. Dans le Pacifique, nous avons 600 000 ressortissants français qui sont donc des ressortissants européens. Et donc on agit de manière à ce que l'Union européenne valorise cette présence française et ne soit pas... ne se sentent pas en porte-à-faux avec la région qui peut nous décrire parfois comme un pouvoir colonial et qui est très soumis aux sirènes de la presse régionale, qui peut être compliqué. Mais on travaille très bien avec la fixation des priorités thématiques. Et lorsque les priorités thématiques et budgétaires de l'Union européenne sont fixées, nous travaillons avec les territoires de manière à ce qu'ils puissent bénéficier des fonds européens. Et on travaille de concert, les territoires, l'Union européenne et nous. Les moyens, donc j'ai mentionné les ambassadeurs, les opérateurs. On a les opérateurs classiques, Institut de recherche pour le développement, IFREMER, CNRS, CIRAD. On coordonne nos actions les uns avec les autres. Agence française de développement. Il y a un petit sujet sur l'Agence française de développement parce que vous le savez, on a vu à quel point l'Agence française de développement était l'objet d'une surveillance, ou en tout cas d'une discussion avec vous, mesdames et messieurs les parlementaires. Nous avons eu, nous ambassadeurs, et nous l'avons fait savoir de manière assez claire, un sujet avec l'Agence française de développement qui agit... presque qui donne des instructions aux ambassadeurs, alors que ça devrait être l'inverse. C'est la tutelle qui donne des instructions à l'Agence française de développement et qui en fait agit un petit peu dans son...
voilà, pas forcément en coordination avec les objectifs de politique étrangère. Et nous avons... tout ça est en train de revenir à la normale et on resserre les boulons de la coordination. La diplomatie française des Outre-mer, c'est une... je crois que le cadre administratif est très important et nous avons des conventions, une sorte de lettre d'intention où là, pour le coup, je n'ai pas le titre en tête, mais entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, tout ça est à travailler beaucoup, à nouveau, je pense, c'est très important. Par ailleurs, les coopérations avec les commandants supérieurs des forces armées sur place et les hauts commissaires sont des relations qui dépendent beaucoup de la qualité des relations interpersonnelles. Avec les commandants supérieurs des forces armées, c'est plus aisé parce qu'ils ont, eux, eu aussi une sorte de mission de rayonnement et d'influence dans la région, ce qui n'est pas le cas des hauts commissaires. Les hauts commissaires agissent vraiment avec en tête l'objectif d'un préfet, c'est-à-dire le maintien de l'ordre, la sécurité, et n'ont pas forcément en tête l'impact qu'ont leurs actions et ce qui se passe dans leur territoire sur l'image de la France à l'étranger, et notamment le besoin de communiquer. Ils ne sont pas toujours très sensibles à cette nécessité. Et en tout cas, pendant la crise, l'insurrection, ça a été très, très, très compliqué. On a finalement, à la fin de l'insurrection, au milieu, réussi à coordonner quelques éléments de langage. Mais maintenant, on retombe dans une ambiance où chacun travaille pour soi. Et puis parfois, comme cette partie relations extérieures ne fait pas l'objet de contrôle de légalité, les hauts commissaires peut-être n'ont pas très envie d'utiliser leur crédit, leur autorité pour insister auprès des représentants des autorités locales à la conformité de leurs actions. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est un travail de négociation et de contact constant. Les acteurs privés, on travaille énormément et depuis que je suis là, depuis 2 ans, on a lancé des projets régionaux, parce que c'est notre objectif, qui au fond travaillent beaucoup avec les acteurs privés. Et mon objectif, en tout cas personnellement, a été de valoriser les atouts qu'ont chaque territoire pour faire rayonner l'État dans la région. La connectivité aérienne est un énorme problème dans le Pacifique et pour la Nouvelle-Calédonie en particulier, notamment après les émeutes. Mais on a quand même dans chaque territoire Air Calin, Air Calédonie en Nouvelle-Calédonie, Air Tahiti Nui, Air Moana, Air Tahiti en Polynésie française. Et on a essayé, et là je crois qu'on y est arrivé, de créer des projets régionaux de connectivité aérienne en utilisant ces atouts-là. On a un autre exemple de coopération régionale sur la lutte contre le changement climatique. Donc dans le Pacifique, ça se traduit par la question de l'érosion côtière et de la lutte contre la montée des eaux. On a été approché par un grand nombre d'États insulaires qui avaient entendu parler de ce matériau magique qui existe en quantité astronomique en Nouvelle-Calédonie, qui est la scorie de nickel, et dont il est aujourd'hui de notoriété publique qu'il est utilisable pour créer des digues, des remblais, etc., et lutter contre la montée des eaux. Donc là, ça y est, on a réussi, et je peux y revenir en détail ensuite, à créer un projet régional avec 7 États insulaires qui bénéficieront de la scorie de nickel calédonien. Le président Ponga m'a demandé très gentiment récemment comment je verrais qu'il
impose une petite taxe d'exportation sur l'exportation de nickel. Pourquoi pas, tout ça se regardera ensuite. Et puis, on a un grand projet dont je suis très fière et que j'aime beaucoup sur la promotion d'une... C'est un programme d'audiovisuel océanien avec un premier volet de digitalisation des archives qui existent dans le Pacifique, parce que toutes ces archives disparaissent. Il n'y a pas de politique culturelle dans les États du Pacifique. Et donc, on a créé ce programme régional. Et le deuxième volet, c'est le soutien à la création d'une industrie culturelle et créative océanienne, de manière à ce que les tsunamis Netflix, Amazon, TikTok ne soient pas les seules références culturelles des jeunesses, en tout cas de nos territoires. Et voilà, tout ça a été lancé. Voilà ce que je peux vous dire à gros traits, et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, et merci pour la franchise de vos propos. Sans plus attendre, je vais laisser la parole au rapporteur. Donc, je vais commencer par ordre alphabétique. Guillaume Chevrollier. Merci Madame la Présidente, Madame l'ambassadrice, mes chers collègues, Madame l'ambassadrice, merci pour votre intervention. Vous nous permettez de nous immerger dans le Pacifique pour le lancement de notre mission sur la coopération régionale dans le Pacifique, dans ce vaste espace, après les travaux de nos collègues sur les autres bassins. Vous avez abordé énormément de thématiques très diverses sur vos travaux, votre engagement depuis ces 2 années sur cette nouvelle mission décentralisée, si j'ose dire, en proximité par rapport au poste occupé précédemment. Vous avez évoqué un bilan contrasté. Est-ce que ce bilan contrasté est lié au fait qu'il n'y a pas non plus une stratégie suffisamment claire dans l'Indo-Pacifique, avec des objectifs plus ciblés, compte tenu du fait que vous avez abordé une grande diversité de sujets? Est-ce qu'en étant sur trop de sujets, on n'arrive pas à être suffisamment efficace sur justement les objectifs qu'on se donne, étant donné qu'ils sont trop importants? Et est-ce que vous avez parlé de la diplomatie, c'est votre mission, et aussi le portage politique, et dans le contexte que nous connaissons, politique français, avec la situation aussi des territoires ultramarins dans la zone, l'instabilité gouvernementale, est-ce que aussi ce contexte-là rend difficile la mise en œuvre d'une stratégie claire sur la zone? Et il y a un point que vous n'avez pas abordé, c'est un point de préoccupation important, ce sont toutes les ingérences étrangères là on parle de coopération régionale avec les États voisins, mais également toutes les interférences de certaines grandes puissances de la zone dans nos territoires, qui perturbent aussi forcément la stratégie nationale. Et sur le volet, vous l'avez évoqué, défense et protection de notre zone économique exclusive, c'est aussi un point extrêmement important de préoccupation et d'efficience de notre politique en la matière. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Et vous avez parlé du souhait d'autonomie, des souhaits d'autonomie qui sont clairs, et vous avez esquissé un petit peu la chose. Ce serait intéressant que vous puissiez développer. Et j'ai noté par ailleurs que là, pour le coup, vous aviez ciblé la jeunesse et la mobilité au cœur d'un plan d'action qui était le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous rendre compte un petit peu d'un bilan sur ces 2 orientations qui me semblent importantes, puisque à la fois la jeunesse, une politique publique prioritaire importante, et donner une espérance à la jeunesse de France et ultramarine, bien sûr, et les questions de la mobilité, sachant que la délégation avait également travaillé sur
le sujet de la continuité territoriale qui a mis en lumière à la fois les territoires ultramarins avec l'Hexagone et cette continuité territoriale et mobilité dans un bassin géographique pour favoriser les mobilités, les parcours professionnels et les ouvertures diverses qui me semblent extrêmement importants dans le monde d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Solange Nadie. Merci Madame la Présidente. Madame l'ambassadrice, merci pour votre venue à Paris et de nous accorder cet échange. Alors, merci pour vos premiers propos. Alors, je vais revenir, moi, sur l'Union européenne. J'aimerais savoir quelle est votre coordination avec l'Union européenne, parce que moi, je fais partie du Pacifique et cette coordination est très difficile. Donc, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à l'Union européenne. Et deuxièmement, vous avez dit que la mise en œuvre de la stratégie, elle est très politique. Est-ce qu'il y a un décalage avec la réalité du terrain? Merci beaucoup. Et enfin, Rachid Temal. Merci Madame la Présidente, merci Madame l'ambassadrice pour vos propos. Quelques questions dans le prolongement de mes collègues. D'abord, c'est toujours bien d'avoir une stratégie et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il y a à la fois une stratégie française pour l'Indo-Pacifique, ce qui donne une zone quand même qui va de l'ouest des côtes, de l'est des côtes africaines jusqu'à l'est des côtes américaines avec un périmètre gigantesque. Et c'est vrai que quand on a l'île de Réunion ou à Wallis-et-Futuna, c'est pas le même monde. Donc on peut toujours mettre tout ça dans une même carte, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc la question c'est, et donc il y a aussi une stratégie européenne. Vous l'avez dit, elle se cale quasiment sur la française parce que nous sommes la seule puissance. Et au Sénat, nous avons fait il y a 2-3 ans de ça un rapport d'ailleurs assez dur sur la stratégie. J'ai été un des rapporteurs avec Cédric Perrin, Hugues Saury, André Gattolin. Et puis je crois que j'ai oublié une personne, je m'en excuse. Et donc nous étions assez durs en disant d'abord il y a une question d'espace et donc la question qui est posée c'est comment vous articulez cette stratégie française, cette stratégie européenne, et on voit bien que d'ailleurs vous n'êtes vous ambassadrice que sur le Pacifique. Donc voilà. Donc ma question c'est comment tout ça s'articule et pour le coup je pense qu'il faut plutôt dire il y a un espace Pacifique, un espace indien, mais ça c'est le premier point. Deuxième point, une des questions moi que je me suis souvent posée, c'est que les ambassadeurs n'ont pas le même poids qu'un ministre. Et je vois tout ce que vous faites, vos moyens, etc. Ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer plutôt que, en tout cas à votre perception, d'avoir des ministres plutôt sur des grandes zones, c'est-à-dire ce que font d'autres puissances internationales, puisque ça veut dire qu'en termes de rang, en termes de présence, en termes de poids, c'est pas tout à fait la même chose. Et encore une fois, sans vouloir minimiser le rôle d'un ambassadeur, mais c'est vrai que voilà. Donc, est-ce que ça aurait ou pourrait avoir du sens ? Troisième question, et donc d'ailleurs, troisième question, ça permettrait de rebondir sur vos propos sur l'Agence française de développement. Moi, j'ai un sujet, je le redis à chaque fois, mais je sais que je suis minoritaire, mais je le dis, j'ai à peu près du mal à comprendre que l'Agence française de développement, qui est dans un périmètre qui, de par la loi du 4 août 2021 sur les questions des ensembles de pays que nous aidons à développer, se trouve le même outil pour des Françaises et des Français. Alors, on va me dire, ils savent faire, etc. Mais d'autres outils français, on pourrait imaginer la CDC. C'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que les personnels, les moyens, on sait les transférer. Ce qui est assez bizarre, c'est d'avoir le même outil d'utilisation qu'on dit on va avoir un rapport, par exemple au Mali, alors c'est moins vrai maintenant, ou à d'autres pays ou Haïti, et le même outil qu'on peut mettre, par exemple, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Donc moi, et puis ce qui permettrait peut-être aussi, s'il y avait un ministre plutôt territorialisé, d'avoir un rapport un peu différent à l'AFD. Puisque je suis d'accord avec vous, c'est plutôt un État dans l'État, et donc à la fin, plus personne ne sait, si ce n'est que l'AFD, qui fait quoi. Bon. Et puis, deux autres questions rapides, peut-être dire un mot sur le volet économique, puisque, et notamment me réexpliquer, peut-être que j'ai un mauvais souvenir, mais que quand un territoire, par exemple la Nouvelle-Calédonie, veut faire un accord économique avec un autre État, quel est le processus entre Paris, le gouvernement sur place, qui fait quoi, qui décide quoi? Parce que c'est vrai, quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, vous êtes à 2 heures de vol de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, et il faut 24 heures pour venir à Paris. C'est pas le même temps, c'est pas les... Et puis, c'est pas bon. Et puis, dernier élément sur, effectivement, la partie diplomatique. Peut-être nous dire un mot sur comment, justement, nous nous retrouvons un peu pris en sandwich dans cette zone
entre deux puissances une zone où il y a 60% du commerce international aujourd'hui et qui est au minimum le centre de demain, mondial. Ce qui d'ailleurs enverra la France dans la grande banlieue, mais ce qui est un sujet qu'il faut avoir en tête. Mais dire entre les États-Unis et peut-être dire un mot entre la fracture entre les États-Unis et la Chine dans cette zone-là qu'on a, et on voit bien d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, que ce soit même sur les... Bon. Et dire aussi, et par-delà, aussi sur les ingérences étrangères. Là aussi, nous avons fait un rapport, on l'a présenté, mais on a bien vu à l'occasion malheureusement de la crise des émeutes après le 13 mai dernier en Nouvelle-Calédonie. C'est toujours pareil, l'ingérence, elle ne crée pas l'événement. Mais en tout cas, elle vient surfer, fracturer. Et on a vu à cette occasion-là, notamment, je pense au groupe de Bakou, qui est là aussi, qui crée une structure et qui dit la France est une puissance néocoloniale, et donc on va la chasser. Et vous l'avez eu sur le sujet en Nouvelle-Calédonie, où par ailleurs les plateformes TikTok ou d'autres ont laissé faire, donc ça pose une autre question, mais vous l'avez également en Corse. Vous l'avez également dans d'autres tas. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet. Voilà. Donc un peu, est-ce que vous avez, vous, des moyens parce qu'en France, il y a Viginum. Est-ce que vous avez, vous, un rapport, par exemple, avec Viginum qui permettrait, quand il y a des ingérences étrangères sur des événements, est-ce que vous avez la capacité, vous, en tant qu'ambassadrice, d'alerter ou en tout cas d'être appuyé pour pouvoir ensuite démontrer que finalement, il y a un événement, il y a surtout des ingérences qu'il faut aussi condamner et démonter à l'instant T. Voilà, je vous remercie. Madame l'ambassadrice, vous avez vu que les questions sont très diverses. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais peut-être, si vous en êtes d'accord, prendre les questions, celles de la fin, pour commencer. Donc, sur les ingérences et Viginum. Viginum a écrit un rapport que vous connaissez sur l'Azerbaïdjan, très très utile. Alors il a été utile, pourquoi ? Parce qu'il est public et parce que nous avons pu, et qu'il est publié aussi en anglais, la publication des choses simultanées des documents en français et en anglais, c'est stratégique pour nous. Et très souvent, on doit réclamer des choses en anglais. Mais donc là, il a été publié simultanément en français et en anglais, et nous l'avons diffusé immédiatement à tous les gouvernements de la région. Et nous en avions de toute façon parlé à tous les gouvernements de la région quand, à la mi-temps de l'insurrection, donc en juillet 2024, il y avait un sommet du Forum des îles du Pacifique avec le Japon, à Tokyo. Et là, j'ai été mandatée avec le conseiller Asie-Pacifique du président de la République pour démarcher tous les chefs d'État et de gouvernement du Pacifique qui se trouvaient à Tokyo. Les Japonais nous ont beaucoup aidés parce que normalement, le Forum des îles du Pacifique est très jaloux de son côté hermétique, pas d'étrangers, pas de partenaires de dialogue, mais les Japonais là nous ont laissé venir dans l'enceinte du sommet, et nous avons évoqué toute cette question des influences étrangères, et notamment de l'Azerbaïdjan. Les chefs d'État et de gouvernement n'étaient pas au courant. Les chefs d'État et de gouvernement qui sont nos alliés, Australie, Nouvelle-Zélande, ont laissé entendre qu'au fond, c'était un problème français, parce que c'était lié au Karabakh, au fait que la France avait... et on a insisté en disant que c'était pas un problème français, que c'était un problème pour la région, parce qu'on voyait en parallèle la Turquie, qui est un partenaire de dialogue du Forum des îles du Pacifique, mais aussi les Azerbaïdjanais, très présents dans tous les forums des îles du Pacifique, avec des tombereaux d'argent qui se déversaient. Et on est dans une région qui est la plus grosse bénéficiaire d'aide publique au développement du monde, et qui est très capricieuse. Et c'est très... leur adage qui est... amis de tous et ennemis de personne, et c'est à bouler tout ce que vous voulez, on prend, on reçoit. Donc c'est ce qu'on a fait comprendre aux Australiens, aux Néo-Zélandais et aux uns et aux autres,
qu'il fallait être vigilant et que l'argent avait une odeur. Tout ça, ce travail qu'on a effectué à Tokyo, puis après, moi, je fais un voyage par mois et je rencontre. Vous posiez la question du niveau de représentation et du fait que la diplomatie, au fond, c'était bien, mais il faudrait une personne politique. C'est possible, mais honnêtement, moi, je vois partout où je vais, je suis reçue par les chefs d'État et de gouvernement qui finalement en redemandent et sont très demandeurs de tous les échanges qu'on peut avoir. Mais sur les ingérences, maintenant, ils sont au courant. Viginum et ce rapport et tout ce qui est produit est très utile dans la région. La seule chose, et là, c'est que on sait très bien comment un certain nombre d'États agissent dans les réseaux sociaux, la presse, etc. Ils peuvent diffuser une petite affaire. Bon, nous n'agissons pas de cette manière-là, et je dépasse peut-être un petit peu mes compétences, mais il y a énormément, on connaît les faiblesses d'un grand nombre et des faiblesses aussi légales, juridiques, juridictionnelles, d'un grand nombre des acteurs de tous ces dossiers-là, et on aurait de quoi aussi diffuser un certain nombre de choses. Mon impression est qu'on ne le fait pas. Sur la partie diplomatique, est-ce que nous sommes pris en sandwich entre la Chine et les États-Unis? Je ne pense pas. Je pense que notre présence militaire, et ça je réponds à une autre question qui a été posée, est une présence quand même significative, même si, en effet, par rapport à la 7e flotte qui est basée au Japon ou au déploiement de forces de l'Australie mandatées, ou en tout cas en coopération très étroite avec les Five Eyes et donc avec les États-Unis. Nous sommes très implantés avec à peu près 1800 personnes en Nouvelle-Calédonie et 1300 en Polynésie française. Très, très implantés. Les exercices militaires que l'on conduit, ils ont un impact. Croix du Sud, tous les 2 ans en Nouvelle-Calédonie, Marama, tous les 2 ans en Polynésie française. Ils ont un impact. Le fait qu'on travaille beaucoup, et vous parliez de la surveillance des zones économiques exclusives, qui sont les seules zones exemptes de trafic illicite et de pêche illégale par la Chine. Si on regarde l'image de la zone économique exclusive polynésienne, donc 5 millions de kilomètres carrés, ce qui n'est pas rien, eh bien, on voit que à la frontière de la zone sont massés des vaisseaux chinois qui ne pénètrent pas, parce qu'ils savent que, eh bien, que sinon ils se font choper, pardon d'employer cette expression-là. Donc les forces armées françaises jouent ce rôle-là, et par ailleurs, je pense que la politique chinoise du président Macron, qui est une politique au fond très transactionnelle, qui consiste à dire nous devons travailler ensemble, essayons de travailler ensemble, et lorsque ça ne peut pas fonctionner, on se le dit très franchement. Pour nous, en tout cas, pour les diplomates et puis pour tout le reste de la politique, ça a une grande utilité, parce que les petits États insulaires trouvent très difficile d'être pris à témoin par la Chine d'un côté, Australie, États-Unis de l'autre, sur le thème vous avez intérêt à prendre... on les incite à prendre parti et à s'engager dans un cercle plutôt que dans un autre. Et ils sont en permanence sollicités dans ce cadre-là. On sait que la Chine a comme objectif... Vous savez que alors, je ne sais pas si la politique de la Chine est organisée autour de ça, mais mon impression, quand même, c'est que l'objectif de la Chine, et ça s'intensifie avec
la date de 2027 qui se rapproche, hein, le centenaire, c'est de faire de sorte qu'ils ont réussi. Il y avait 6 États qui reconnaissaient Taïwan dans le Pacifique, il n'y en a plus que 3. Et le travail des Chinois auprès de Palaos, Tuvalu et des îles Marshall est extrêmement intense. Bon, et ce qui fait que, et du coup, les Australiens et les Américains, les Australiens, vous avez vu, multiplient les négociations pour avoir signé des accords de défense et de sécurité avec chacune de ces petites îles. Ils ont été traumatisés par la signature de l'accord entre les îles Salomon et la Chine. Et là, le traité PUC-PUC avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils sont en train de négocier, c'est pas encore agréé, le traité de Nakamal avec le Vanuatu. Eh bien, nous, on arrive avec une stratégie claire, et pardon si j'ai été peu claire dans mes propos introductifs, mais nous avons une stratégie. Ce sont peut-être les outils qui sont un peu modestes à la hauteur des outils et des budgets qui se réduisent en France dans tous les domaines. Oui, on peut, sur le site du Quai d'Orsay. Non, il y a en tout cas il y a ma feuille de route. Et donc, en tout cas, en sandwich entre Australie et Chine, en réalité, non. Je pense que ces outils de souveraineté que nous mettons à la disposition de tous les États insulaires, plus toute cette coopération économique, plus la valorisation des atouts que représentent les territoires. Je pense que la phrase du président de la République en juillet 2023, qui est faire des territoires français du Pacifique des puissances océaniennes et des leviers d'influence de la France, c'est ça notre feuille de route. C'est compliqué, la partie faire des leviers d'influence de la France avec des gouvernements indépendantistes. On n'est pas très, en tout cas moi je ne suis pas très assertive, pour employer un anglicisme, sur ce volet-là de la stratégie. Donc le sandwich, je ne crois pas, et je pense qu'au contraire, notre position intermédiaire et puis les atouts que nous avons dans la région font de nous un élément très intéressant pour les États du Pacifique, et on le voit de plus en plus. Cette stratégie qui a été lancée donc en juillet 2023, avec le déploiement du dispositif diplomatique régional sur place, plus le sommet Pacifique-France organisé en juin dernier en marge de l'UNOC à Nice, plus quand même Bougival, ça fait mais on pourra y revenir. Ça, c'est très utile. Et ça montre que c'est un outil que les autorités françaises mettent à la disposition des territoires. C'est une négociation comme une autre. Et pour mettre en œuvre le principe d'autodétermination, qui est un principe constitutionnel et qui fait que les populations des territoires ont le droit à l'autodétermination à n'importe quel moment, pourvu qu'elle l'exerce de manière démocratique et sans violence et sans insurrection. Agence française de développement, oui, c'est un outil pour l'étranger. Et là, dans le Pacifique, en fait, c'est un outil qui était plutôt pour les Français. Dans le Pacifique, l'agence, voilà, l'AFD, oui, c'est ça. Et donc, depuis la stratégie pour le Pacifique de juillet 2023, l'AFD a été en mesure de créer des ponts entre ce qu'elle fait pour les territoires et ce qu'elle fait pour les États indépendants. C'est récent, on avance en marchant, mais les objectifs sont là. Donc stratégie, on est en train d'écrire une stratégie pour le Pacifique spécifique. Et je suis d'accord, la stratégie Indo-Pacifique, c'est quand même très conceptuel, très vaste. Et surtout, nous, dans le Pacifique, moi, quand je suis arrivée,
la première chose dont j'ai entendu parler, c'est, au fond, vous avez lancé cette stratégie Indo-Pacifique, vous ne nous avez pas consultés, c'est vrai. Vous ne nous avez pas associés, et donc, nous, ça ne veut rien dire. Et pour la révision de la stratégie, en tout cas, j'ai mené des consultations très étroites avec les 3 territoires. Et donc, la stratégie Indo-Pacifique révisée fera l'objet de plans d'action individuels à négocier et à mettre en œuvre de manière autonome par chaque territoire pour le Pacifique. Madame la sénatrice, vous évoquiez la question de la coopération, la coordination avec l'Union européenne. Donc, je le disais, nous avons des réunions de coordination tous les mois avec la délégation de l'Union européenne qui est basée à Suva. Et puis, on a un bureau de la Commission qui est basé à Nouméa, avec lequel on travaille en fait en permanence sur des objectifs communs. Et donc, vous demandiez, je crois que vous avez eu tous les 3 la même question sur la stratégie, et je suis désolée, je pense que ce sont mes propos introductifs qui vous ont conduit à conclure que nous n'avons pas de stratégie, mais peut-être que j'ai été en effet un petit peu trop détaillée sur la difficulté à jouer sur la politique d'outre-mer, qui est une politique quand même de politique intérieure et la politique étrangère. Et ça, c'est vrai, on a besoin, je pense, d'une coordination beaucoup plus étroite entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Outre-mer et le ministère des Affaires étrangères, notamment en termes de moyens, parce que les conseillers diplomatiques des préfets ou des hauts-commissaires doivent avoir une feuille de route très conjointe, affaires étrangères, intérieures, ce qui n'est pas... Et des moyens. Et les moyens, le ministère des Affaires... Enfin bref, vous savez, le ministère des Affaires étrangères n'a pas de budget pour les logements des conseillers diplomatiques. J'avais pas de budget pour mon logement, parce que nous sommes en France. Et les ministères de l'Intérieur ne vont pas consacrer du budget qui est un budget du ministère de l'Intérieur pour le logement du conseiller diplomatique ou de l'ambassadrice. Donc ça, ce sont des petits détails. Mais la stratégie, elle est là aussi. Quand je parle de relations interpersonnelles, c'est le cas. Je crois que le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie a réalisé que l'ambassade était mal logée et a mis à la disposition de l'ambassade, mais uniquement parce qu'il avait un intérêt à cela, et ça a été son initiative personnelle. Alors, donc la stratégie, je ne suis pas sûre d'avoir répondu, mais j'ai répondu quand même. La stratégie claire, le bilan contrasté, les ingérences étrangères, j'en ai parlé. Volet défense, protection de la ZEE, voilà. Et on agit donc beaucoup sur la lutte contre la pêche illégale. On met en place des accords de ce qu'on appelle en bon français de ship riding pour permettre l'embarquement d'officiers, gardes-côtes ou autres des États indépendants du Pacifique à bord des vaisseaux français pour lutter contre la pêche illégale, et c'est très efficace. Le souhait d'autonomie, ah oui, des exemples. Alors ça, les exemples sur... je représente l'État au comité des Nations Unies sur la décolonisation, le comité dit 24. Donc, dans ces enceintes, nous nous appelons la puissance administrante. Et j'ai en face de moi les territoires administrés. Et puis, sur les côtés, les pétitionnaires. Donc, tout ça est un balai assez compliqué à gérer pour le représentant de la puissance administrante. L'idée étant, dans ces enceintes-là, de convaincre l'ONU. Convaincre l'ONU du fait que, encore une fois, la France se conforme
à sa constitution qui reconnaît le principe d'autodétermination pour chaque territoire, et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies, sachant que et ça je le dis, et c'est un de mes gros objectifs, c'est que autodétermination, ça signifie décolonisation, mais que autodétermination et décolonisation ne signifient pas automatiquement indépendance. Que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies décrivent l'autodétermination et la décolonisation comme 4 solutions possibles: l'indépendance, l'État-association, l'intégration dans un État déjà indépendant ou toute autre solution négociée. Donc, quels que soient les cas de figure s'agissant de ces 3 territoires du Pacifique, nous sommes dans le cadre de ces résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. L'intégration dans un État déjà indépendant, c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et de la Polynésie française. L'État-association, ça a été une option proposée à un moment donné par Manuel Valls à Deva. Et puis Bougival, c'est toute autre solution négociée, et on y est. Et alors, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ça? Ah oui, les exemples. Eh bien, on sait quand même, je me suis retrouvée dans ces enceintes onusiennes devant des territoires qui tiennent des propos outranciers. Donc j'ai eu la Polynésie française qui a prononcé une phrase dont je pense je ne me remettrai jamais, qui disait que les autonomistes sont des victimes consentantes de leurs bourreaux colonialistes, ce qui est inacceptable vu les budgets que l'État consacre à la richesse économique de ces territoires, l'énergie que nous déployons tous pour faire fonctionner cette notion d'outre-mer et la faire fonctionner aussi dans le cadre de la politique étrangère. Et puis, c'est une insulte aux autonomistes. Enfin, donc, ce genre de propos tenus à l'ONU sortent de toute la courtoisie diplomatique et même politique à laquelle on doit se tenir. Et par ailleurs, des propositions ont été faites par la Polynésie française d'héberger le séminaire du Comité des Nations Unies sur la décolonisation à Papeete, ou d'héberger un sommet du Forum des îles du Pacifique à Papeete. Et ça, il est évident que l'arrivée sur le territoire de délégations étrangères telles que le Mali, la Russie, le Venezuela, des amis de l'État, c'est pas de la compétence du gouvernement de Polynésie française, c'est de la compétence de l'État. Tout ça doit être coordonné auparavant avec l'État. Donc voilà le type de liberté que peuvent prendre parfois les autorités locales. La mobilité et la jeunesse, je pense que le bilan donc depuis 2 ans et demi est maintenant positif. Nous avons créé, quand je suis arrivée, une sorte d'Erasmus du Pacifique, et nous en sommes au 2e appel à projet. Et les atouts dont je parlais tout à l'heure des territoires, donc les compagnies aériennes, les opérateurs, mais il y a les universités qui sont des universités solides, l'Université de Nouvelle-Calédonie et l'Université de Polynésie française, à partir desquelles on rayonne et on met en œuvre ce programme qu'on a Erasmus du Pacifique, mais qu'on appelle Campus Mobile Pacifique. Et nous avons créé des programmes de coopération entre l'UNC et les îles Salomon, l'UNC et le Vanuatu, l'UNC et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est franchement un outil très intéressant parce qu'on a donc des étudiants calédoniens qui vont aller dans ces États-là et des étudiants de ces États-là qui vont venir à l'Université de Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois que les territoires s'ouvrent ainsi à leur environnement régional. Et c'est un début et c'est un grand succès. Par ailleurs, s'agissant de Nouvelle-Calédonie, ce sont des États du groupe fer de lance mélanésien. Et ça, c'est très important parce que vous savez que la Nouvelle-Calédonie
est représenté au groupe fer de lance mélanésien par le FLNKS, que c'est donc une construction totalement baroque en termes de droit international public, parce que nulle part un territoire ou un État n'est représenté par un parti politique. Donc il faut résoudre cette question et faire de sorte que le FLNKS sorte et que ce soit le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit, qui représente la Calédonie au sein du groupe fer de lance mélanésien. Et donc tout ce qu'on peut faire pour contribuer au travail, au resserrement des liens entre la Nouvelle-Calédonie et son environnement mélanésien pourra contribuer à une normalisation de cette situation. Et maintenant, sur la Polynésie, on encourage beaucoup d'échanges entre Wallis et Futuna, par exemple, les populations veulent aller apprendre l'anglais. On les encourage à ne pas forcément aller en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais à aller apprendre l'anglais au Tonga, aux îles Cook, parce que les enseignements là-bas sont de qualité. L'anglais de ces petites îles est absolument parfait et magnifique. Ils ont besoin, ces populations ont besoin de resserrer les liens avec les autres États insulaires, plutôt qu'avec une Australie et une Nouvelle-Zélande qui absorbent tout ce qu'on peut réaliser comme travail de qualité dans les territoires. Et à ce propos-là, il me semble avoir noté une question sur la partie économique, la difficulté à avoir les accords. Alors ça, c'est très compliqué parce que, oui, ce sont des Français, oui, ils sont soumis aux mêmes règles que les Français. Et par exemple, l'accord de libre-échange qui se négocie avec le Vanuatu, et ça risque de durer encore longtemps parce que c'est le dispositif français qui est complexe à mettre en œuvre au regard Alors ça, voilà, c'est un véritable travail, une véritable réflexion à engager. Voilà, je crois que je n'ai pas oublié grand-chose. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos collègues et Georges Naturel, évidemment, qui est le représentant collègue de la Nouvelle-Calédonie. Et puis les autres, si vous avez quelques questions à poser. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais, Madame l'ambassadrice, vous remercier pour vos propos. Je pense que nous, ici, on a souvent besoin de propos éclairants, mais réalistes aussi. Et vraiment, je voulais vous remercier parce qu'on n'a pas toujours ces propos aussi honnêtes, aussi éclairants pour nous et qui s'inscrivent dans une stratégie d'avenir pour ces territoires avec la complexité autour de ces territoires. Donc vraiment, je voulais vous remercier infiniment. Vraiment. Stéphane Demilly. Merci beaucoup. Moi, j'avais noté 3 questions, mais vous y avez déjà répondu partiellement. Et moi aussi, je souhaite vous remercier pour votre spontanéité et surtout pour votre pédagogie. Dans le Pacifique comme dans l'océan Indien, et vous y faisiez allusion en évoquant la phrase qui vous avait beaucoup choqué, que vous avez entendue à l'ONU, on observe un décalage persistant entre l'ambition diplomatique nationale et la perception locale de l'engagement de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que ce décalage est en train de s'intensifier? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, tout à l'heure, vous avez évoqué le travail des 7 ambassadeurs bilatéraux. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques entre notre communauté pacifique et un pays comme l'Australie et ou un pays comme la Chine? C'est ma deuxième question. Et la troisième et la dernière, mais vous, là aussi, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Je sais qu'il y a quelques jours, vous étiez à Wallis et Futuna pour rencontrer les jeunes, partant du principe que la jeunesse est un levier d'influence particulièrement important. Et donc voilà, j'aurais voulu vous entendre un petit peu plus sur ce fameux projet de campus que vous avez vous-même baptisé tout à l'heure Erasmus du Pacifique. Voilà, quelles sont les grandes étapes planifiées de ce projet interuniversitaire?
Je vais vous laisser répondre et après Non. je passerai la Non, parole à bon. Georges Naturel, sénateur de Nouvelle-Calédonie. Merci. Madame l'ambassadrice, bonjour et merci. Alors, on se rencontre régulièrement. On s'est rencontrés il n'y a pas plus tard qu'un mois. Je crois que ce qui est important, en dehors des sujets bien précis dont on vient de parler, et je crois que la mission de la délégation est importante, c'est en termes stratégiques, c'est le nombre d'intervenants dans la stratégie. Alors, je vais commencer par le haut, et on a une mission en cours sur le futur budget de l'Europe et l'implication de l'Europe dans cette partie du monde. On le dit tous, hein, après le Brexit, je veux dire, on a la chance, l'Europe et la France ont la chance d'avoir 3 territoires dans cette partie du monde. Donc l'Europe doit se préoccuper, effectivement, en termes géopolitiques, de cette partie du monde qui sera, et vous l'avez dit vous-même, dans les années à venir, quelque chose d'essentiel. Alors donc il y a l'Europe, il y a, vous l'avez dit, et bon, pour avoir travaillé avec eux, que ce soit... Alors, il y a le problème du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Affaires européennes qui intervient. Et vous avez votre feuille de route, en fait, elle vient de ce ministère. On peut parler, par exemple, je donne cet exemple hein, de la convention économique entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un pays frère qui est juste à côté de chez nous. Ça fait 20 ans que ça dure, parce que je pense qu'au Quai d'Orsay, ils ont du mal à comprendre les manières de fonctionner à l'océanienne. Je vais dire ça comme ça brutalement, mais c'est vrai, à un moment donné, il va falloir peut-être avancer. Et vous avez parlé aussi du haut-commissaire, et ça, c'est un élément important. Le préfet, hein, en Nouvelle-Calédonie, qui se préoccupe plus de... Alors après, avec ce qui s'est passé l'année dernière, je peux comprendre que le commissaire était plus concentré sur les problématiques intérieures de la Nouvelle-Calédonie, mais... puis on l'a vu hein, par le passé, parfois ça complexifie les choses avec les relations extérieures avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voire des territoires influents. Et enfin, et c'est là où je pense le souci existe, sont les gouvernements, et en particulier celui de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, avec cette loi organique qui leur donne un certain nombre de compétences, mais il y a toujours un flou. Là-dedans, on le voit. Bon, je ne vais pas parler de Bougival puisque j'y ai assisté, mais ça fait partie pour moi d'un des grands débats qu'on a eu sur effectivement l'évolution et l'autonomie que peuvent avoir les gouvernements, que ce soit, là c'était en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, en termes de relations avec les territoires voisins. Alors vous avez vécu 2 moments importants, et c'est peut-être là où vous allez pouvoir me le dire. Vous avez travaillé avec un gouvernement présidé par un indépendantiste, hein, M. Mapou, pendant 1 an et demi, parce que ça fait 2 ans que vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Ah non. Et là, depuis le mois de décembre, avec un président d'un gouvernement président loyaliste. Donc, effectivement, les approches ne sont pas les mêmes. J'en sais quelque chose. Donc, dites-nous, effectivement, comment vous avez fonctionné avec un gouvernement présidé par un indépendantiste et un gouvernement présidé par un loyaliste. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ça aurait d'autres questions, mais... Merci. Alors, je vais terminer par 2 petites questions. Vous avez évoqué tout à l'heure les accords commerciaux. Et je me demande si, au regard de tout ce qu'on voit et au regard des travaux que nous avons aussi menés sur les 2 autres bassins, si la France n'est pas passée à côté de ce rayonnement qu'elle aurait dû, grâce à ces territoires ultramarins, mettre en place dans chaque bassin océanique et singulièrement dans le bassin pacifique. Je suis quand même assez stupéfaite quand je vois qu'en 1973, Alain Pierrefitte disait déjà: quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Qu'on n'ait pas porté un regard beaucoup plus différent sur les territoires ultramarins. On le voit, on voit que les ingérences chinoises qui commencent à s'installer dans l'océan Atlantique, c'est une réalité. Je comprends aussi que lorsque vous avez des pays des petits territoires qui sont sous une influence
financière, qu'elle change aussi d'avis sur et qu'elle aille dans les volontés des grandes puissances. Donc il y a vraiment depuis 2014, à titre personnel, j'alertais sur les ingérences de la pêche illicite dans la mer des Caraïbes par le biais de ce type d'ingérence. Et je suis assez stupéfaite de voir, bon, ce n'est pas spécifiquement ce gouvernement, mais que les gouvernements successifs n'aient pas porté un autre regard et n'aient pas vu la possibilité que grâce à ces territoires ultramarins, on pouvait rayonner d'une autre manière. Et c'est tellement, enfin je dirais que c'est tellement vrai que je vois le constat, vous avez dit tout à l'heure, que dans la stratégie pour le Pacifique, on n'a pas jugé utile d'inclure les collectivités qui habitent, qui sont dans ces zones. Parallèlement, sur les accords commerciaux, on le voit aussi à quel point les territoires ultramarins ne sont pas intégrés dans ces signatures d'accords commerciaux et les aberrations que l'on peut avoir avec un impact direct sur ce qu'on appelle la vie chère dans les territoires ultramarins. Donc voilà, j'aurais aimé avoir un peu votre avis. Bon, je sais que vous avez un devoir aussi de réserve, donc je ne vous demanderai pas d'outrepasser votre devoir, mais il est vrai que est-ce que la France doit repenser son regard sur les territoires ultramarins et considérer ces territoires, comme le disait notre collègue Jean-François Rapin, comme des avant-postes dans chaque océan, et singulièrement compte tenu des difficultés de tout ce qu'on voit émerger dans l'océan Pacifique. Est-ce que ce serait pas voilà, on pourrait pas s'appuyer un peu plus sur les territoires, bien que je comprenne aussi que parfois les gouvernements, c'est difficile, il est difficile de travailler aussi avec les gouvernements. Peut-être aussi que ce changement de regard pourrait infléchir un petit peu aussi le regard de ces populations vers l'État, parce qu'il y a quand même, cela va dans un sens comme dans l'autre. Enfin, aussi vous avez évoqué les scories nickel. Je sais, dans les cultures, dans la croyance locale, parfois l'attachement à la terre, mais l'attachement aussi aux grands fonds marins. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur l'exploration dans le Pacifique. Et souvent, les scientifiques se sont heurtés à des refus d'exploration liés à des croyances. Donc, comment arriver un petit peu à concilier tout ça dans le cadre d'échanges entre les différents territoires? Merci beaucoup. Je crois que on est quand même à une sorte de croisée des chemins sur la question des Outre-mer. Et je pense que sur l'utilisation, c'est pas un terme que je n'emploie qu'ici, même si je suis enregistrée, des territoires pour la mise en œuvre de la politique étrangère ou le rayonnement de la France, c'est au cœur de la stratégie et de la stratégie notamment dans le Pacifique. Mais en même temps, la stratégie de gestion des territoires d'outre-mer, c'est aussi une stratégie d'autonomisation, en tout cas de respect de ce principe constitutionnel de l'autodétermination. Et donc on doit jouer en permanence sur ces deux lignes de crête, qui sont deux lignes de crête distinctes et qui ne se rejoignent pas. Donc c'est complexe. Et par ailleurs, nous sommes un État qui a de moins en moins de moyens. Lorsque vous parlez du rayonnement de la Chine, etc., j'étais par exemple au Tonga à une réunion de la communauté du Pacifique. Le bateau hôpital, vous savez que la Chine a 4 bateaux hôpitaux, dont 2 tout neufs. Et donc le bateau hôpital qui s'appelle l'Arc, je sais pas quoi, donc était là, flambant neuf. Vraiment sublime, brillant de toutes les lumières possibles et imaginables la nuit. On aurait dit une boîte de nuit. Le jour, 1000
patients par jour, pendant 7 jours. Ça signifie... Donc nous, si on avait les moyens de mettre en œuvre ce type de capacité, on serait les rois des bois, c'est clair. Mais on n'a pas ces moyens. Enfin, j'en sais rien. C'est vous qui votez les budgets, etc. Moi, je serais ravie, hein, mais on ne les a pas. Donc, il est évident que les Chinois, avec leur navire hôpital, qui sillonnent tout le Pacifique et qui ensuite vont en Amérique latine, ben, ils ont un point. Mais cela étant, j'insiste, et je pense que tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas été assez claire dans mon exposé de départ. Depuis que l'implantation de la représentation diplomatique, en tout cas dans le Pacifique, s'est opérée, ça change, ça a changé. Et on a vraiment des territoires qui savent qu'on les met en relation avec leur environnement régional. Wallis et Futuna, je leur ai dit, mais arrêtez d'aller en Australie et en Nouvelle-Zélande avec les bourses d'Australie et de Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais, parce que ce sont autant de populations que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ravissent à l'influence de la France. Ça, c'est très clair. Et c'est l'objectif très clair de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes alliés sur l'Ukraine, sur Gaza, mais dans le Pacifique, c'est chez eux. C'est chez eux. Et donc, on sait très bien que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont financé des radios indépendantistes. Est-ce qu'elles le font encore maintenant dans une moindre mesure? Mais ils préparent. Nous sommes là, donc ils travaillent avec nous. Mais quand on sera plus là, ben, ils seront tranquilles chez eux. Si jamais on n'est plus là, ils seront tranquilles chez eux. Donc on joue en permanence, et ça c'est la diplomatie et c'est l'État, on joue en permanence sur plusieurs tableaux. Donc en tout cas, et là, la Charte des Nations Unies, c'est une Charte des Nations Unies décoloniale. Et donc on a beau dire que ce ne sont plus, depuis les lois organiques en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ce ne sont plus des ambiances ou des fondements juridiques de colonisation, mais les politiques, eux, nous décrivent comme, je vous dis, c'est cette phrase que j'ai citée de Moitai Brotherson, je trouve qu'elle est voilà, incroyable. Et je pense que vous êtes les hommes et les femmes politiques, donc c'est vous qui savez comment traiter cette question des Outre-mer. Mais c'est une question qui est fondamentale et dont on ne prend pas, c'est mon sentiment, forcément conscience quand on est à Paris et qu'on doit gérer défense, éducation, etc. Mais voilà, c'est une vraie discussion. Et c'est vrai qu'on a commencé, en tout cas dans le Pacifique, avec cette nouvelle implantation, tous les programmes qu'on met en place petit à petit et qui commencent à percoler et à produire du résultat sur l'influence. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous citez quand la Chine s'éveillera, etc., et qu'aujourd'hui on a tout perdu. Je ne crois pas. Je pense qu'on est là, on est reconnu comme ce que nous sommes, et en tout cas dans le Pacifique. Les autres outre-mer, j'ai travaillé dans d'autres fonctions, mais on a vraiment notre influence qui pourrait être bien plus vaste si en effet on avait les moyens des Chinois, mais on a quand même le plus gros réseau, un des plus gros réseaux diplomatiques au monde, et il faut se faire connaître, et on le fait. Maintenant, on a beaucoup plus. Ce qui manque, je pense, et je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une vraie stratégie conjointe entre intérieur, outre-mer et affaires étrangères. Et les SIOM ne suffisent pas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est toujours une question de moyens et de survie dans un cadre budgétaire effrayant
de chaque de survie de chaque ministère. Hein. On est très clair là-dessus. Voilà la gestion des différents gouvernements. Je crois que les autonomies, c'est quelque chose de très important, et quelle que soit la coloration politique, je sais que les autonomistes en Polynésie française trouvent que Bougival, c'est formidable, c'est un très bon exemple de ce qui pourrait être proposé, réfléchi pour l'avenir de la Polynésie, et les tous, aussi bien loyalistes qu'autonomistes et indépendantistes, sont jaloux de leur autonomie. Et ça, notre rôle à nous, c'est de la reconnaître, de la valoriser. L'autonomie, c'est ce qu'on fait. Mais de jouer notre rôle aussi, c'est-à-dire qu'on souhaite que les territoires soient des éléments multiplicateurs de l'influence de la France dans la zone. Donc, voilà le cadre général. C'est-à-dire que l'autonomie, elle est très jalousement gardée par les uns et les autres. Maintenant, la différence entre le gouvernement loyaliste et le gouvernement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, elle est extrêmement claire. Le président Mapou a joué de ce qui est écrit dans la loi organique sur le thème « c'est le président du gouvernement qui est en charge des relations extérieures ». Simplement, sous ton contrôle, Georges, les relations extérieures, elles sont... il la représente, mais ce sont des relations extérieures collégiales. Or, lui avait, il le sait très bien, je le dis publiquement, une chaîne de commandement indépendantiste. Lui, son directeur de cabinet, son conseiller pour les relations extérieures, le chef du service de la coopération et des relations extérieures, et tout ce qu'il a, la manière dont il s'est projeté à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, c'était une politique indépendantiste, une politique du FLNKS. Et beaucoup de personnes disaient, non mais lui, c'est un modéré, Unipalika, Roquamitan au Congrès, c'est plus compliqué, c'est une Union calédonienne. Non, ils étaient tout le temps au téléphone ensemble, et c'était une stratégie très, très concertée qui visait à faire annuler, soyons clairs, le 3e référendum. Leur stratégie, c'est de faire invalider à l'ONU, au Forum des îles du Pacifique, les résultats du 3e référendum. Donc ça, on a réussi à inverser cette tendance-là. On ne parle plus de ça. Et c'est notamment parce qu'on a réalisé tout ce travail diplomatique important. Georges, Union européenne... Stratégie qui doit être partagée, en fait. Oui, mais ça, C'est indispensable. Oui, absolument. On a parlé de l'AFD tout à l'heure, on va mettre le sujet sur le tapis. C'est essentiel, une stratégie cohérente. Alors après, d'ailleurs, tu évoquais, tu disais, au Quai d'Orsay, on a du mal à comprendre la manière de fonctionner à l'océanienne. Mais pardon, la manière de fonctionner à l'océanienne, on a des textes et on les applique. Donc, Océanie ou pas, on doit s'en tenir au texte. Voilà. Et sur le fait qu'on n'ait pas la stratégie... qu'on n'ait pas jugé utile de traiter avec les territoires du Pacifique pour la stratégie Indo-Pacifique. Certes, en 2017, on a commis cette erreur, mais on est revenu dessus. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour la révision de la stratégie Indo-Pacifique, on a mené des négociations. J'ai été en contact, j'ai mené des négociations avec les 3 territoires 4 ou 5 fois, et on a intégré leurs souhaits et ces plans d'action. Je pense que c'est une chose très intéressante. Voilà. J'avais alors les 7 ambassadeurs. Est-ce que nous avons des projets? Est-ce que la Chine et l'Australie ont des projets à la communauté du Pacifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que l'Australie est membre de la communauté du Pacifique? Quand vous parlez de la communauté du Pacifique, c'est l'organisation régionale, n'est-ce pas?
Donc l'Australie est membre, et oui, ce sont les plus gros contributeurs. Et ils mettent... ils ont 45% du budget. Nous sommes les deuxièmes contributeurs, mais on est quand même loin derrière. Et puis la Chine, non. Et l'Australie tient à bout de gaffe les Chinois dans des enceintes régionales. C'est pour ça que la Chine, du coup, multiplie ses influences de manière bilatérale, avec le bateau hôpital, avec les accords de défense, avec les coopérations dans le domaine de la police. Voilà. Vous mentionniez la perception locale de l'État, c'est-à-dire comment est-ce que l'État est... C'est compliqué. Ouais, de manière générale, on est quand même dans un environnement... la population réseaux sociaux, par exemple, c'est une population qui qualifiera l'État de colonisateur. Voilà. Et sinon, donc, tout ce travail de labourage, donc je parlais, on va dans les écoles, on va dans les lycées agricoles, on favorise la coopération, et ça finit par porter ses fruits. Mais ça, on ne le fait que depuis 2 ans. Voilà. Il était temps de réagir comme ça. Et j'espère que, moi, c'est ma dernière année, il faudra que la succession agisse de manière énergique encore. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à notre rapporteur Rachid Temal. D'un mot, mais moi j'entends, Madame l'ambassadrice, tout ce que vous dites, mais je peux sur certains points en accord, en désaccord. Sur la stratégie dite la France puissance d'équilibre, vous le dites au début, puis après quand on voit tout ce que met la Chine, etc., c'est un peu plus subtil, mais on en parlera un autre moment. Mais je pense que l'histoire de l'accord commercial avec le Vanuatu, il est essentiel. C'est 20 ans. C'est vrai que la difficulté, comment voulez-vous que des gens comprennent, des habitants de n'importe quel département de région, que tout cela traîne depuis 20 ans pour des choses très lointaines. Donc c'est là aussi toute la difficulté. C'est-à-dire que, et vous dites, et vous avez raison de le dire, il a fallu attendre 2023 pour que l'ambassadrice en charge du Pacifique soit dans le Pacifique. Et c'est une bonne chose, hein. Il serait bien que ce soit même pour tous les autres. Mais il faut imaginer que c'est en 2023. Et c'est vrai que si on prend cet exemple-là d'un accord commercial, donc on peut estimer que pour les habitants, c'est un plus, c'est à proximité, et ben un certain nombre de règles et de normes qui sont très utiles en métropole, mais très décalées, ou en tout cas en partie décalées, par exemple sur la Nouvelle-Calédonie, prennent le pas sur... Et donc 20 ans plus tard, et donc c'est là où peut-être que les gens se disent, mais en fait, comment tout ça fonctionne? Et c'est là où c'est la question de l'autonomie, du rapport à sa région. Donc c'est pour ça que moi j'entends tout ce que vous nous dites, mais je dis quand même qu'il y a quand même des vrais enjeux qui sont portés. Et c'est vrai qu'on l'a même vu sur les questions, par exemple, militaires. On a nos 2 principales bases, par exemple, sont Brest et Toulon. On aurait pu imaginer depuis très longtemps que dans le Pacifique, il y ait aussi cette capacité-là. Et on l'a vu qu'il a fallu attendre la loi de programmation militaire 2024-2030 pour remettre un peu de matériel pour notamment cette zone-là. Donc c'est ça, je veux dire que oui aux intentions, mais en même temps, la réalité, c'est que pour les populations, parfois ça peut paraître montagne. Je crois qu'il faut, vous l'avez dit, la ligne de crête, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire en sorte de le faire plus. Moi, je pense qu'il y a un problème de confiance aussi de l'État vis-à-vis de ces territoires-là et de leur population et de leurs dirigeants sur cette capacité à jouer ensemble. Parce que là, le sentiment, c'est au mieux chacun dans son coin, et parfois c'est un peu complexe. Voilà, c'est plutôt une remarque qu'une question, mais c'est vrai que moi je crois que cette histoire commerciale, c'est symptomatique de la situation dans laquelle on est, au-delà de d'autres questions qui seront posées sur les statuts des différents territoires. Non, pas d'autres interventions. Bon, nous allons clore cette audition, mais j'ai bien noté que la situation, la Polynésie, le bassin océan Pacifique,
présente quelque part quelques avancées au niveau de la coopération régionale. Bon, c'est un bassin aussi avec un certain nombre de complexités au niveau de la relation avec l'Hexagone, où on a besoin un peu plus, il y a un peu plus d'autonomie. Il y a peut-être aussi un problème de confiance, et je vous remercie, je vous réitère mes remerciements pour l'action que vous avez menée. L'humain aussi a une part importante dans et un relais important dans le terrain, la vision du terrain et la vision que l'on a de l'Hexagone vis-à-vis des territoires ultramarins, et parfois même une méconnaissance de ce qui se passe dans la zone. Et je vous rejoins sur les moyens de la Chine. Bon, peut-être qu'on aurait pu avoir une autre stratégie, mais je n'ai pas à la mettre à en préjuger. Comme disait le rapporteur Rachid Temal, nous avons travaillé sur l'adaptation des modes d'action de l'État au sein aussi des territoires ultramarins. Et dans la zone Pacifique, il n'y avait qu'un bateau militaire pour toute la Polynésie. Et lorsque ce bateau militaire devait partir pour aller vérifier au niveau de Clipperton s'il n'y avait pas d'ingérence de pêche illégale, la Polynésie était privée à peu près d'une semaine de moyens. Donc il est vrai qu'il n'y a pas eu d'anticipation, à mon sens, pour développer des bases militaires un peu plus conséquentes dans ces zones. Mais bon, ce qui est fait est fait. Bon, c'est bien qu'il y a une première prise en compte de ces problématiques, et c'est la raison pour laquelle je vous disais, n'attend pas trop attendu 2023 pour les annonces du président de la République, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, il y a de la confiance à renouer. Vous avez évoqué l'Erasmus Pacifique. C'est une demande aussi qui est faite, parce qu'il est vrai que évoquer aussi les bourses australiennes. Donc il y a aussi une question de financement, et quand l'AFD, bon, qui est une banque, il ne faut pas se cacher, va investir 200 millions en Chine, ce qui a fait l'objet de beaucoup de débats lors de ce débat budgétaire. Ces 200 millions auraient peut-être été mieux investis avec le Vanuatu, avec des petits États indépendants, dans le cadre de relations spécifiques avec la Polynésie, avec la Nouvelle-Calédonie. Enfin, faire de nos territoires des têtes de pont, ce seraient les ambitions, et j'espère que votre remplaçant poursuivra dans la voie que vous avez lancée et que vous avez tracée pour le Pacifique. Voilà, merci. Et puis, c'était une audition vraiment très enrichissante. Nous avons, enfin, à titre personnel, j'ai beaucoup appris beaucoup de choses, et nous sommes à votre disposition pour les remonter. Si vous pensez à quelque chose qui aurait pu vous échapper lors de cette audition, nous sommes preneurs. Merci à vous.